Ma petite amie a disparu du jour au lendemain. Nous avons lancé une alerte à la police et il s'est avéré qu'elle s'était enfuie avec son ex. Ma petite amie et moi étions ensemble depuis près de 3 ans. Nous ne vivions pas officiellement ensemble, mais elle passait la majeure partie de son temps dans mon appartement. Elle avait des vêtements ici, des produits personnels, des choses que quelqu'un qui ne reste qu'occasionnellement n'apporte clairement pas. Notre relation n'était pas parfaite, mais elle n'était pas non plus en crise. Nous avions eu des discussions normales, rien d'inhabituel. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle s'appelait Marcia. Elle avait 27 ans. Elle travaillait dans une clinique privée comme réceptionniste et avait une routine assez stable. Elle était toujours très organisée avec ses horaires, surtout en semaine. Elle se levait tôt, allait travailler, rentrait l'après-midi et si elle n'avait pas de plan spécifique, elle restait avec moi. Les week-ends, nous faisions généralement des choses simples, aller au cinéma, sortir manger ou simplement rester à la maison à regarder des séries. Le jour avant sa disparition fut tout à fait normal. Nous avons dîné ensemble, parlé de choses triviales, nous avons même planifié un petit voyage pour le mois suivant. Je me souviens que cette nuit-là, elle m'a dit que le lendemain elle quitterait le travail un peu plus tard car elle devait remplacer une collègue. Rien d'étrange. Elle est allée dormir comme d'habitude, a laissé son téléphone chargé sur la table et a mis l'alarme. Le lendemain matin, elle s'est levée avant moi. Elle m'a donné un baiser rapide, a pris son sac et est partie. Ce fut la dernière fois que je l'ai vue pendant plusieurs jours. Ce même jour, le soir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Normalement, elle me prévenait quand elle quittait le travail ou quand elle allait être en retard. Ce jour-là, elle ne l'a pas fait. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si tout allait bien. Elle n'a pas répondu. J'ai pensé qu'elle était peut-être occupée ou que son téléphone n'avait plus de batterie. Quelques heures se sont écoulées et je lui ai de nouveau écrit. Rien. J'ai essayé de l'appeler et le téléphone a sonné, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas paniqué tout de suite. Je me suis dit qu'elle était probablement fatiguée ou qu'elle était restée avec une amie. Le lendemain matin, toujours pas de nouvelles. Je lui ai de nouveau écrit, je l'ai appelée plusieurs fois et toujours pas de réponse. J'ai commencé à ressentir une véritable inquiétude. Marcia n'était pas du genre à disparaître comme ça. Elle prévenait toujours, même quand elle était en colère contre moi. J'ai décidé d'aller à son appartement pour voir si elle était là. J'avais les clés, j'ai donc pu entrer sans problème. Tout était exactement comme elle l'avait laissé quelques jours plus tôt. Son lit était fait. Il n'y avait aucun signe qu'elle soit revenue. Ses vêtements étaient toujours dans le placard. Ses chaussures étaient là. Même son ordinateur portable était sur le bureau. C'est ce qui m'a le plus inquiété. Marcia ne sortait pas sans son ordinateur si elle pensait rester dehors plus d'une journée. J'ai essayé de contacter sa meilleure amie, Anna. Elle non plus ne savait rien. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas parlé à Marcia depuis la veille, lorsqu'elles avaient échangé de courts messages le matin. Anna était également inquiète, mais a essayé de me rassurer en disant qu'elle avait peut-être besoin d'espace. Tout au long de cette journée, j'ai appelé son travail. On m'a dit que Marcia était partie à son heure habituelle et qu'elle n'avait rien signalé d'étrange. J'ai demandé si quelqu'un l'avait vue partir avec quelqu'un, mais ils n'ont pas su me le dire. À ce stade, l'inquiétude était déjà sérieuse. Une autre nuit s'est écoulée sans nouvelles. Personne ne savait rien. Son téléphone était toujours éteint ou ne répondait pas. Le 3e jour, nous avons décidé d'aller à la police. Je suis allé avec Anna et le frère de Marcia. Au début, la réaction n'a pas été très encourageante. Ils nous ont dit qu'étant une adulte, elle aurait pu partir de son plein gré, que nous devions attendre au moins 72 heures. Malgré tout, nous avons insisté sur le fait que son comportement n'était pas normal et qu'elle avait laissé beaucoup de choses importantes derrière elle. Ils ont finalement accepté de prendre le rapport comme une possible disparition. Ils nous ont posé des questions de base, comment était-elle habillée, avait-elle des problèmes personnels, avait-elle mentionné vouloir partir ou s'éloigner de quelqu'un? J'ai répondu du mieux que j'ai pu, même si j'avais l'impression de ne pas beaucoup aider. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ces jours-là ont été un mélange constant d'anxiété, de culpabilité et de peur. Je ne pouvais pas bien dormir. Je me réveillais plusieurs fois en vérifiant mon téléphone, espérant un message ou un appel. J'imaginais des scénarios terribles, un accident, une agression, quelque chose qu'il valait mieux ne pas trop imaginer.
La police a commencé à faire quelques vérifications de base. Ils ont examiné les caméras de surveillance près de son travail et de son appartement. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas donner beaucoup de détails, mais qu'ils enquêtaient. Pendant ce temps, nous avons commencé à agir par nous-mêmes. Nous avons publié sur les réseaux sociaux, partagé sa photo, demandé de nous prévenir si quelqu'un l'avait vue. Plusieurs personnes ont partagé la publication. Nous avons reçu des messages de soutien et aussi quelques pistes qui n'ont finalement mené à rien. Un de ces jours, en parlant avec son frère, le sujet de son ex-petite amie est apparu. Je savais qu'il existait, bien sûr. Ils avaient rompu environ 1 an avant que Marcia et moi ne commencions à sortir ensemble. Selon elle, la relation avait été compliquée et s'était mal terminée. Je n'ai jamais voulu trop m'immiscer. Je faisais confiance au fait que cela faisait partie de son passé. Son frère a mentionné que cet ex avait tenté de la contacter il y a quelques mois. Je n'avais pas considéré cela pertinent à l'époque, mais maintenant, avec tout ce qui se passait, cela commençait à paraître troublant. Nous avons essayé de chercher des informations sur lui, mais nous n'avions pas grand-chose. Nous connaissions son nom et peu d'autres choses. La police nous a demandé de leur fournir tout détail supplémentaire dont nous nous souvenions, même des choses qui semblaient insignifiantes. J'ai commencé à repasser mentalement les derniers mois de notre relation, cherchant des signes que j'avais peut-être ignorés, des messages auxquels elle répondait rapidement puis effaçait, des appels auxquels elle répondait dans une autre pièce, des changements subtils dans son humeur. Rien n'était concluant, mais tout a commencé à prendre une tournure différente. Au 4e jour, la tension était extrême. Sa famille était dévastée. Je me sentais complètement inutile. Je ne savais pas si je devais espérer ou me préparer au pire. C'est alors qu'il s'est produit quelque chose qui a changé le cours de tout. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu immédiatement, pensant que cela pouvait être la police ou quelqu'un ayant des informations. Ce n'était pas Marcia qui parlait, mais la voix que j'ai entendue m'a glacé le sang. C'était une voix féminine, connue, mais qu'à ce moment-là, j'ai mis quelques secondes à identifier. Elle a prononcé mon nom avec prudence, comme si elle mesurait chaque mot avant de le dire. C'était Luna, l'une des amies les plus proches de Marcia. Au début, j'ai ressenti un soulagement. J'ai pensé qu'elle savait peut-être quelque chose, que Marcia était peut-être avec elle ou qu'elle avait eu un problème mineur. Mais ce soulagement n'a duré que quelques secondes. Luna a été directe. Elle n'a pas fait de longues pauses ni de détours inutiles. Marcia n'a pas disparu, a-t-elle dit. Elle est partie. Je n'ai pas compris tout de suite. Je lui ai demandé de m'expliquer. Ma tête était toujours en mode urgence, m'attendant à entendre quelque chose lié à un hôpital, un poste de police ou un accident. Comment ça, elle est partie, demandai-je. Où est Luna? Elle a pris une profonde inspiration avant de continuer. Quelques jours avant de disparaître, Marcia m'a dit qu'elle prévoyait de partir. Elle a dit qu'elle voulait prendre un nouveau départ, qu'elle n'allait pas bien émotionnellement. J'ai pensé qu'elle disait ça sur un coup de tête. Comme quand quelqu'un est dépassé. Je n'ai pas cru qu'elle le ferait vraiment. J'ai senti un vide dans mon estomac. J'ai essayé de digérer ce que j'entendais. Partir où, demandai-je. Pourquoi personne ne nous a rien dit? Il y a eu un bref silence de l'autre côté. Elle est partie avec son ex, dit-elle finalement. Je sais que ça va faire mal, mais je ne veux pas que toi et sa famille continuiez à souffrir en pensant qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. La phrase est restée suspendue dans l'air. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon esprit refusait d'accepter ce que je venais d'entendre. Pendant des jours, nous avions imaginé les pires scénarios et maintenant quelqu'un me disait que Marcia était simplement partie sans prévenir, laissant tout le monde derrière elle. Luna continua de parler comme si elle ressentait le besoin de justifier son appel. Après sa disparition, j'ai essayé de la contacter plusieurs fois. Au début, elle n'a pas répondu. Puis, il y a 2 jours, elle m'a écrit depuis un nouveau compte. Elle m'a demandé de ne rien dire, mais en voyant tout ce qui se passait, les messages, la police, sa famille dévastée. Je n'ai pas pu me taire. Je lui ai demandé comment elle savait qu'elle était avec son ex. Parce qu'elle me l'a dit elle-même, a-t-elle répondu. Et parce qu'elle a mis des photos. C'est ce qui a achevé de dissiper tout doute qui aurait pu me rester. Luna m'a expliqué que Marcia avait créé de nouveaux réseaux sociaux, un nouveau profil sur Facebook avec un autre nom.
Elle a dit qu'elle l'avait fait pour que personne ne la retrouve facilement. Selon Luna, Marcia voulait disparaître complètement de son ancienne vie. Je vais te donner les profils, a-t-elle dit. Je ne veux pas que vous continuiez à penser qu'elle est morte ou enlevée. Ce n'est juste pour personne. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu plusieurs liens par message. Je suis resté à regarder mon téléphone sans les ouvrir pendant quelques secondes. Une partie de moi ne voulait pas les voir. Une autre partie avait besoin de le confirmer de mes propres yeux. J'ai ouvert le premier. C'était un profil Facebook. Le nom n'était pas celui de Marcia. Elle utilisait un nom de famille différent. La photo de profil, cependant, était indubitable. C'était elle. Le profil semblait récent. Il y avait peu de publications, toutes des derniers jours. Dans l'une d'elles, Marcia apparaissait souriante, assise dans ce qui semblait être un café. Dans une autre, elle était serrée dans les bras d'un homme. Je n'ai pas eu à me demander qui c'était son ex-petite amie. Les photos ne semblaient pas fortuites, elles n'étaient ni discrètes ni ambiguës. Elles montraient clairement qu'ils étaient ensemble, calmes, comme si rien ne s'était passé. Dans les commentaires, des gens les félicitaient, leur souhaitaient le meilleur, laissant entendre que leur relation était connue de ce cercle. J'ai ressenti un mélange d'émotions difficiles à décrire. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une sensation d'irréalité, comme si tout ce que j'avais vécu ces derniers jours avait été une exagération inutile pendant qu'elle continuait sa vie sans regarder en arrière. J'ai fermé le profil et suis resté assis plusieurs minutes sans bouger. J'ai pensé à sa famille, à son frère, à sa mère, qui ne dormait plus depuis des jours. J'ai pensé à la police, aux heures de recherche, à l'angoisse constante. J'ai décidé que je ne pouvais pas garder cette information pour moi. Ce soir-là, je suis allé chez la famille de Marcia. Ils étaient tous réunis. Quand je suis arrivé, ils m'ont regardé avec un mélange d'espoir et de fatigue, comme s'ils attendaient que j'apporte une nouvelle importante. Je leur ai tout raconté. Je leur ai dit que j'avais parlé à Luna, que Marcia n'avait pas disparu, qu'elle était partie de son plein gré. Au début, ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont demandé des preuves. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le profil. L'ambiance a changé immédiatement. La mère de Marcia s'est mise à pleurer, non de soulagement, mais de rage et de confusion. Son frère a réagi avec colère, frappant la table et disant que cela n'avait aucun sens, que ce ne pouvait pas être vrai. D'autres membres de la famille parlaient en même temps, posant des questions, essayant de comprendre. Comment a-t-elle pu faire ça, demandait quelqu'un. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Et la police, disait un autre. Tout ça pour rien. J'ai essayé d'expliquer le peu que je savais, mais il n'y avait pas grand-chose à éclaircir. Les images parlaient d'elles-mêmes. La famille était partagée entre l'indignation et la douleur. Certains voulaient partir la chercher immédiatement. D'autres disaient que cela n'en valait pas la peine, que si elle était partie comme ça, il valait mieux la laisser. Cette nuit fut longue. Personne ne dormit bien. Le lendemain, nous avons informé la police de ce qui s'était passé. Nous avons montré les profils, expliqué l'appel de Luna. Ils ont pris note et nous ont dit qu'étant donné qu'il s'agissait d'une personne adulte partie volontairement, l'affaire serait classée. Entendre cela fut étrange. Pendant des jours, le mot « disparition » avait dominé tout. Et maintenant, soudainement, il n'y avait plus rien à enquêter. Poussé par un mélange de rage et un besoin de réponse, j'ai décidé d'écrire à Marcia. J'ai utilisé le nouveau profil que j'avais vu. Je ne savais pas si elle lirait le message, mais je sentais que je devais essayer. Je lui ai écrit quelque chose de simple. Je lui ai dit que nous savions qu'elle allait bien, que sa famille avait beaucoup souffert, que nous avions besoin de comprendre pourquoi elle était partie comme ça. Le message a été envoyé, mais n'a jamais été lu. Quelques heures plus tard, lorsque j'ai essayé de me reconnecter au profil, je ne pouvais plus le voir. Elle m'avait bloqué. Ce geste fut d'une certaine manière plus douloureux que la confirmation qu'elle était partie avec son ex. Non seulement elle avait décidé de partir, mais aussi de couper tout contact, d'effacer toute possibilité d'explication. La famille a également tenté de la contacter par d'autres moyens. Certains messages ont été envoyés depuis des comptes différents. Tous ont eu le même résultat, blocage ou silence. Au fil des jours, l'impact émotionnel a été évident. La mère de Marcia est tombée dans un état de profonde tristesse. Son frère alternait entre la colère et la culpabilité. Je me sentais vide,
je ne savais pas exactement quoi ressentir. Il n'y avait pas de clôture, pas de conversation finale, pas d'adieu. Il ne restait que la certitude que la personne qui avait partagé ma vie pendant près de 3 ans avait décidé de partir sans regarder en arrière, laissant tout le monde faire face aux conséquences. Et même si nous savions maintenant qu'elle était vivante, la douleur n'était pas moindre. Par moments, elle semblait même pire. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Au début, chaque matin, je me réveillais avec le sentiment que tout avait été une erreur, comme si à tout moment j'allais recevoir un message expliquant que rien de tout cela ne s'était réellement produit. Cette sensation a disparu lentement, remplacée par une tristesse plus stable, moins intense, mais constante. La rupture avec Marcia fut, sans aucun doute, la plus douloureuse que j'ai vécue, non seulement à cause de la trahison, mais aussi de la manière dont elle s'est produite. Il n'y a pas eu de conversation finale ni de discussion expliquant la rupture, juste un abandon silencieux qui a laissé de nombreuses personnes aux prises avec des questions sans réponse. Pendant les premiers mois, j'ai gardé un certain contact avec sa famille, surtout avec son frère. Nous ne nous parlions pas tous les jours, mais nous échangions des messages de temps en temps. Nous partagions une sorte de deuil étrange, car ce n'était pas une perte définitive, mais pas non plus une absence normale. Avec le temps, ce contact s'est estompé. La famille de Marcia a commencé à se résigner à l'idée qu'elle avait pris une décision consciente. Ce n'était pas quelque chose qu'ils acceptaient facilement, mais peu à peu, ils ont cessé d'attendre une explication. Je me souviens d'une conversation en particulier avec le frère de Marcia. C'était environ un mois après son départ. Nous parlions au téléphone et à un moment donné, sans élever la voix, il a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit que pour lui, Marcia n'était plus sa sœur, que la personne qu'il connaissait n'aurait pas fait une chose pareille, que quelqu'un qui aime vraiment ne disparaît pas sans donner d'explication, n'expose pas sa famille à la peur, ni ne laisse les autres porter le poids émotionnel de ses décisions. Selon lui, sa mère a mis plus de temps à en arriver là. Pendant des semaines, elle a continué à attendre un appel, un message, n'importe quel signe. Mais avec le temps, l'espoir s'est transformé en déception. Pas une déception bruyante, mais silencieuse et profonde. Finalement, chacun a continué sa vie comme il a pu. J'ai commencé à me reconstruire petit à petit. Ce ne fut pas un processus rapide ni ordonné. Il y a eu des jours où je semblais aller bien et d'autres où tout souvenir me déstabilisait. Mais avec le temps, la routine a aidé. Je me suis de nouveau concentré sur mon travail, j'ai repris quelques amitiés que j'avais négligées et j'ai commencé à penser à des projets personnels qui ne tournaient pas autour d'une relation. Après environ 3 mois, ma vie était un peu plus stable. Je ne dirais pas que j'allais parfaitement bien, mais je ne vivais plus dans un état constant d'anxiété ou de tristesse. Marcia restait un souvenir douloureux, mais elle n'occupait plus toutes mes pensées. C'est alors que j'ai reçu l'appel. C'était un appel vidéo. Le nom qui apparaissait sur l'écran était celui du frère de Marcia. J'ai été surpris. Cela faisait des semaines que nous ne nous étions pas parlé. J'ai hésité quelques secondes avant de répondre, mais finalement je l'ai fait. La première chose que j'ai vue, c'est son visage. Il pleurait. Ce n'était pas un pleur de profonde tristesse, mais quelque chose de différent. Son expression montrait de la colère, de la fatigue, un mélange d'émotions difficiles à identifier. Ses yeux étaient rouges et sa respiration était irrégulière. « J'ai besoin que tu vois ça », dit-il sans saluer. Avant que je puisse répondre, il a bougé le téléphone. L'image a changé et alors je l'ai vue. C'était Marcia. Elle était assise dans une pièce que j'ai reconnue immédiatement. C'était la maison de sa mère. Marcia pleurait, son visage était gonflé, ses yeux rougis et sa voix brisée. Elle disait quelque chose que je n'ai pas bien entendu au début, mais il était clair qu'elle demandait pardon. « Pardon, maman », répétait-elle. Je me suis trompé. Je ne savais pas ce que je faisais. La mère de Marcia était assise en face d'elle. Elle ne pleurait pas, ne criait pas. Son expression était complètement sérieuse, presque rigide. Il n'y avait pas de colère visible, seulement une profonde déception de celles qui n'ont pas besoin de mots. Le frère a de nouveau tourné la caméra vers lui un instant. « Tu sais qui, penses-tu, est venue repentante nous demander de l'aide » dit-il, la voix chargée d'impuissance. Je n'ai pas répondu. J'ai senti que toute parole était superflue. La caméra est revenue sur la scène. Marcia essayait d'expliquer quelque chose. Elle disait que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu,
qu'elle avait commis une erreur, qu'elle s'en était rendue compte trop tard. Elle parlait entre deux sanglots, sans ordre clair, comme quelqu'un désespéré de réparer quelque chose qui était déjà brisé. La mère l'a écoutée pendant plusieurs minutes sans l'interrompre. Quand Marcia a fini de parler, il y a eu un silence gênant. Personne ne bougeait, personne ne disait rien. Finalement, la mère a parlé. Sa voix était calme, presque froide. Elle lui a dit qu'elle avait pris une décision quand elle était partie, que ce n'était pas une confusion momentanée, mais un choix conscient. Elle lui a rappelé tout ce qui s'était passé, la plainte, l'angoisse, les nuits sans sommeil, la peur de ne pas savoir si elle était en vie. Elle lui a dit que ce genre de blessure ne s'efface pas avec des excuses. Marcia a tenté de s'approcher, mais la mère s'est levée. Elle ne l'a pas touché à aucun moment, elle lui a juste demandé de partir. Ici, tu n'as plus ta place, dit-elle. Il n'y a pas eu de cris, pas d'insultes. Ce fut le plus dur à supporter. Le calme avec lequel elle l'a jeté montrait que la décision était prise depuis longtemps. Marcia s'est levée en pleurant, essayant de dire quelque chose de plus, mais son frère est intervenu. Il lui a demandé de partir, lui a ouvert la porte et est resté là jusqu'à ce qu'elle sorte. La mère n'a pas regardé en arrière. Le frère a de nouveau tourné la caméra vers lui. Il pleurait toujours, mais maintenant son visage montrait plus de colère que de tristesse. Ne l'accepte pas, me dit-il directement. Elle veut probablement aller avec toi maintenant. Ne te laisse pas berner. Quelqu'un qui fait ça ne change pas vraiment. Envoie-la au diable. Je n'ai pas su quoi répondre. Je suis resté silencieux, assimilant ce que je venais de voir. Nous avons raccroché peu après. L'appel a duré moins de 10 minutes, mais l'impact a été énorme. Je suis resté assis devant le téléphone pendant longtemps. Revoir Marcia, même à travers un écran, a remué des choses que je croyais mieux contrôler. Mais en même temps, la scène était éclairante. Je n'ai pas vu la personne que j'avais aimée pendant des années. J'ai vu quelqu'un de désespéré face aux conséquences de ses propres décisions. Quelques minutes seulement après avoir raccroché l'appel vidéo, j'ai entendu la sonnette. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination. Mon corps était encore tendu par ce que je venais de voir. Je suis resté immobile, essayant d'écouter attentivement. La sonnette a retenti de nouveau, plus insistante. Je me suis levé lentement et j'ai marché jusqu'à la porte. Je n'ai pas regardé par le Judas tout de suite, mais au fond de moi, je savais qui c'était. Il y avait une sensation étrange dans l'air, comme si tout avait inévitablement progressé vers ce moment. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai confirmé ce que je pressentais déjà. C'était Marcia. Elle se tenait devant la porte, les yeux gonflés, les cheveux en désordre et un sac à dos sur l'épaule. Sa posture n'était pas celle de quelqu'un de sûr de soi. Elle ressemblait plutôt à quelqu'un qui ne savait plus où aller. Je n'ai pas ouvert. Je sais que tu es là, dit-elle de l'autre côté. S'il te plaît, j'ai juste besoin de te parler. Ma main était posée sur la porte. J'ai hésité quelques secondes. Finalement, j'ai tourné le verrou, mais je n'ai pas ouvert complètement. J'ai laissé la porte entr'ouverte, juste assez pour la voir, mais pas pour la laisser entrer. Tu ne devrais pas être ici, lui dis-je calmement. Tu as déjà parlé à ta famille. C'est fini. Marcia baissa le regard un instant, puis le releva, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, dit-elle, pardonne-moi, je me suis trompée. Tout cela était stupide. Je ne répondis pas immédiatement. Elle continua à parler comme si le silence l'obligeait à remplir l'espace. J'ai été aveuglée par un fantasme, dit-elle. J'ai pensé que je pouvais avoir quelque chose de différent, quelque chose de plus excitant. Je n'ai pas su apprécier ce que j'avais. Je ne veux plus de mensonges, lui répondis-je. Si tu dois dire quelque chose, que ce soit la vérité. Elle hocha lentement la tête. La vérité est que ce n'était pas soudain, confessa-t-elle. Mon ex et moi parlions depuis près de 6 mois avant mon départ. J'ai ressenti un coup sec à la poitrine, mais j'ai gardé le visage impassible. 6 mois, répétai-je. Pendant que tu étais avec moi. Oui, répondit-elle sans détour. Au début, c'était des messages occasionnels, puis des appels, puis des plans. Je savais que c'était mal, mais j'ai continué. Elle prit une profonde inspiration et continua. Il m'a promis une vie différente. Des voyages, des aventures,
la liberté. Il m'a fait me sentir spécial à nouveau. Le voyage dont tu as dit qu'il était avec tes amis, demandai-je. Elle hocha la tête en pleurant plus fort. C'était avec lui, dit-elle, et avec son groupe d'amis. Tout était un mensonge. Elle se couvrit le visage de ses mains pendant quelques secondes. Je savais que si je te disais la vérité, tu ne me pardonnerais pas, ajouta-t-elle. C'est pourquoi je suis parti comme ça. J'ai pensé que c'était plus facile de disparaître. Le silence devint pesant. Marcia sanglotait. Je ressentais un mélange étrange de rage et de clarté. Sais-tu ce que tu as provoqué, lui demandai-je. Ta famille a cru que tu étais morte. La police t'a cherché. Je n'ai pas dormi pendant des jours. Je sais, répondit-elle. Et il n'y a pas d'excuse. Je veux juste arranger les choses. Je secouai la tête. Ça ne s'arrange pas, lui dis-je. C'est cassé. Marcia fit un pas en avant, mais la porte restait une barrière claire. Je n'ai nulle part où aller, dit-elle. Je suis allé d'abord chez Luna, mais elle n'a pas voulu me recevoir. Ensuite, je suis allé chez mes parents. Tu as vu ce qui s'est passé. Tu es mon dernier espoir. Ces mots ne réveillèrent pas la compassion, mais quelque chose de différent. Et ton ex, demandai-je. Où est-il maintenant? Marcia hésita. Ce n'était pas comme il l'avait promis, admit-elle. Au début, tout était parfait, mais ensuite ça a changé. Il ne voulait de moi que pour un moment. Quand les problèmes ont commencé, il a disparu. Il m'a bloqué de partout. Donc, quand il t'a quitté, tu es revenu, dis-je. Non pas parce que tu m'aimais, mais parce que tu étais seul. Marcia fondit en larmes. Je t'aime, dit-elle. Je t'ai toujours aimé. Non, répondis-je. Quelqu'un qui aime ne planifie pas une trahison pendant 6 mois. Elle tenta de s'approcher davantage. Elle posa la main sur la porte. Laisse-moi entrer, s'il te plaît, supplia-t-elle. Je veux juste parler calmement. Non, dis-je fermement. Va-t'en. Marcia désespéra. Tu ne peux pas me faire ça, dit-elle. Après tout ce que nous avons vécu. Tu l'as fait la première, répondis-je. J'essayai de fermer complètement la porte, mais elle mit le pied pour l'en empêcher. Elle poussa un peu, sans vraie force, plus par désespoir que par agressivité. Marcia, va-t'en, l'avertis-je. Ne franchis pas cette limite. Elle recula, mais ne partit pas. Elle se dirigea vers le côté de la maison. J'entendis des bruits, des coups légers. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre du couloir et la vis essayer de forcer l'une des fenêtres arrière. Je sortis mon téléphone et appelai la police. Je ne ressentis aucune culpabilité en le faisant. Je ressentis de la fatigue. Quand les agents arrivèrent, Marcia était assise par terre, pleurant. Elle tenta de leur expliquer quelque chose, mais je n'entrai pas dans les détails. Je dis simplement que je ne voulais pas qu'elle soit là et qu'elle avait tenté d'entrer de force. La police lui parla, lui demanda ses papiers d'identité et finalement l'emmena. Elle ne résista pas, me regardant une dernière fois pendant qu'il la conduisait. Les jours suivants furent étrangement silencieux. Après ce qui s'était passé cette nuit-là, je n'ai plus eu de nouvelles directes de Marcia. Il n'y a eu ni message, ni appel, ni tentative de contact. La maison a retrouvé un calme étrange, presque artificiel, comme si le chaos des derniers mois avait été remplacé par un vide plus gérable, mais tout aussi lourd. J'ai essayé de reprendre ma routine. Travailler, sortir marcher, occuper mon esprit. Ce ne fut pas facile, mais au moins je ne vivais plus dans un état constant d'anxiété ou de tristesse. Je sentais que pour la première fois depuis sa disparition, les choses avaient atteint une limite claire. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message du frère de Marcia. Ce n'était pas un message long, ni émotionnel. Il disait juste qu'il avait quelque chose à me raconter. Nous avons parlé au téléphone ce soir-là. Sa voix sonnait différemment de ce que j'avais entendu auparavant. Plus éteinte, plus fatiguée. Il m'a dit que Marcia vivait actuellement chez Brenda, une de ses amies proches. Selon lui, il l'avait su par des tiers, car il ne lui parlait plus directement. Cela ne l'a pas surpris. Il a dit qu'après que sa mère l'ait mise à la porte, Marcia était passée d'un endroit à l'autre, cherchant qui l'accueillerait. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué que le frère de Marcia semblait le plus affecté par tout ce qui s'était passé,
plus que sa mère, même plus que moi, non seulement par la déception, mais parce qu'il avait été celui qui l'avait le plus défendu pendant des années. Qui avait toujours justifié ses décisions, qui avait cru qu'au fond d'elle, elle n'était pas capable de faire une chose pareille. Il m'a dit qu'il avait effacé toutes les photos qu'il avait avec elle, photos de famille, célébrations, voyages, tout. Je ne peux pas la voir de la même manière, m'a-t-il avoué. Je ne peux pas continuer à faire semblant que rien ne s'est passé. Il ne semblait pas en colère, il semblait blessé, comme quelqu'un qui a accepté quelque chose qu'il ne voulait pas accepter. Avant de nous dire au revoir, il a mentionné quelque chose qui m'a pris par surprise. Dans 3 jours, c'est son anniversaire, a-t-il dit. Juste pour que tu saches. Nous avons raccroché peu après. J'ai continué à y penser plus longtemps que prévu. Non pas parce que j'avais envie de la chercher, ni parce que je pensais à la féliciter. Plutôt parce que c'était étrange de voir à quel point une date qui avait été importante auparavant, n'était plus qu'une information inconfortable, presque étrangère. 3 jours. Je me suis souvenu des anniversaires précédents. Des cadeaux, des projets, des dîners. Tout semblait appartenir à une autre vie. Cette nuit-là, j'ai pris une décision que je remettais à plus tard sans m'en rendre compte. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à supprimer les photos. Ce n'était pas un acte impulsif. Je l'ai fait calmement, photo par photo, non pas avec colère, mais avec un sentiment de clôture nécessaire. Je ne voulais pas conserver d'image de quelqu'un qui ne faisait plus partie de ma vie, pas de la manière dont je l'avais cru. Certaines photos m'ont fait hésiter. Des moments qui, à l'époque, étaient réels. Des sourires qui n'étaient pas faux à cet instant, mais comprendre que quelque chose a été réel ne signifie pas qu'ils doivent le rester. Quand j'ai eu fini, je me suis senti plus léger. Pas mieux, mais plus en paix. Le jour de son anniversaire est arrivé. Je n'ai rien fait de spécial. Je ne l'ai pas cherché. Je n'ai pas posé de questions sur elle. Cela s'est passé comme n'importe quel autre jour. Et cela en soi était révélateur. C'était le vrai signe que l'histoire était terminée, non pas par une conversation finale, ni par des excuses acceptées ou rejetées, mais par l'absence de besoin, par la compréhension qu'il n'y avait plus rien à dire. Aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je ne ressens ni haine, ni désir de vengeance, juste une clarté qui a mis des mois à arriver. Marcia a pris des décisions conscientes et ces décisions ont eu des conséquences qu'elle n'a pas pu contrôler par la suite. J'ai aussi pris les miennes, même si elles ont été plus tardives. J'ai appris que l'amour ne se démontre pas par des mots désespérés quand tout est perdu, mais par la responsabilité avant de le détruire. Que disparaître sans donner d'explication n'est pas une liberté, c'est une évasion. Et que personne qui aime vraiment ne met ce qu'il prétend aimer dans une telle situation. Je n'écris pas cela pour chercher la validation ou la compassion. Je l'écris comme une clôture, comme un moyen de laisser une trace de ce qui s'est passé et de ce qui ne sera plus jamais. La vie continue, pas comme avant, mais elle continue.